Jean Drapeau, le maire de Montréal, souhaitait ardemment mettre sa ville sur la carte mondiale avec le plus beau stade jamais construit, la plus grande tour penchée de la planète, le tout devant s'autofinancer en plus de nous enrichir. Comment résister à de telles perspectives? La réalité est que depuis 1976, les milliards de dollars engloutis enflamment les polémiques. Certains voudraient laisser le stade découvert, le laissant s'autodétruire par les hivers. D'autres proposent de ne garder que le mât, la fameuse tour. Et enfin, des amateurs d'architecture, eux, veulent protéger à tout prix cette œuvre d'art. Que faire? Le débat est toujours ouvert. Le maire Drapeau se comportait comme Louis XIV. C'est ça le problème fondamental. On ne sait pas comment on va financer ça. Puis là, vous nous arrivez avec un autre projet à quelques mois. Le stade olympique est l'un des symboles de Montréal. Une œuvre architecturale née dans la controverse et qui en porte toujours les séquelles. En 1976, à l'ouverture, le public est ébloui. C'est en pleurer d'avoir une chose si belle. On a beaucoup critiqué Roger Taillibert, mais là, quand on va voir son œuvre finie, je pense bien qu'on ne le critiquera pas. L'esthétique, c'est majeur dans une cité, dans une collectivité. On ne peut pas vivre uniquement dans des choses médiocres, quelconques. Mais je ne crois pas qu'on va pouvoir faire du stade olympique le Colisée de Rome pour les générations à venir. On est très nord-américain, je dirais, de ville moyenne de ce côté-là. On se conduit beaucoup un peu en Minnesota. Les passions que suscite le stade seront-elles assurer son avenir ou entraîner sa perte? C'est pas des équipements qui durent à vie, ça. C'est pas des équipements de fer, c'est du béton dans nos climats. C'est un crime. Est-ce qu'on défait un Michel-Ange? Est-ce qu'on défait un Picasso? C'est une œuvre d'art. Pourquoi une telle œuvre a-t-elle vu le jour à Montréal? Jean Drapeau ne manquait pas de fierté, de confiance en lui-même. C'est pour avoir son monument et plus spécifiquement la tour du stade olympique que M. Drapeau est allé chercher les Jeux olympiques. Il y a eu une première tentative le 12 novembre 1964 devant une galerie de presse pleine à craquer. Il dévoile en grande pompe la tour Paris-Montréal, un projet pour l'Expo 67 afin d'honorer les Français fondateurs de Montréal. Paris s'engage même à y contribuer financièrement. Should be called the Drapeau Monument or the Drapeau Tower. Now, I think that we must honor the founders of Montreal. Pourquoi Montréal a-t-elle besoin en ce moment d'une autre ville pour se donner un monument? Ah, ça, je crois que c'est dans notre nature, M. Beaulieu, de nous accrocher aux jupes de la mère ou de la belle-mère patrie. Oui. Ouais, c'est pas pour rien, d'ailleurs, que tout ce qu'on construit de gros, vous avez remarqué, on appelle ça un complexe. C'est exact. C'est freudien. Ce monument plus haut que la tour Eiffel ne sera jamais bâti. Ça aurait coûté trop cher pour s'autofinancer. Grande déception pour Jean Drapeau, mais pas pour longtemps. La tour Paris-Montréal a été dessinée par un architecte français choisi par la ville de Paris, Jean-Robert Delbes. L'architecte Roger Taillibert, un de ses camarades de classe, était aussi sous contrat avec Paris pour la reconstruction du stade du Parc des Princes. Jean Drapeau y retrouve l'ampleur de sa tour perdue, une conjugaison de la tour Eiffel et de la tour de Pise. Même Lucien Saunier, le bras droit de Jean Drapeau, doit le reconnaître. Do you recognize the shadow of the tower in the Olympic Stadium? I think everybody does. Pendant la construction du stade, un scandale éclate entourant l'embauche de l'architecte français Roger Taillibert. Le journaliste Guy Pinard de La Presse révèle que pour obtenir le vote des délégués français lors du choix de la ville hôte des Jeux de 1976, le maire se serait engagé à l'embaucher. Ce n'était pas la première fois que Jean Drapeau opte pour le savoir-faire français. Il faut se rappeler que M. Drapeau, quand il a construit les premières lignes de métro, c'est une compagnie française qui a conçu les premières rames de métro à Montréal.
Évidemment, quand on connaît le fonctionnement du gouvernement français, ce ne serait pas surprenant que ça soit produit. Mais oui, ça circulait beaucoup à cette époque-là. Ce que l'on sait, c'est qu'il existait depuis des années des liens entre le maire Drapeau et l'architecte Taillibert. C'est à peu près 6 mois avant l'annonce de la tenue des Jeux à Montréal que M. Drapeau a eu cette rencontre officielle et formelle avec M. Taillibert et lui a proposé la responsabilité architecturale. Mais c'est peut-être 2 ans auparavant qu'il avait déjà fait la connaissance de M. Taillibert. C'est inouï que un peuple a accepté des choses semblables, sans réflexion, sans étude, rien, parce que le maire Drapeau se comportait comme Louis XIV. C'est ça le problème fondamental. Madame, ce gros bateau, c'est le France sur l'eau jusqu'à l'Expo. Jean Drapeau est francophile. Il admire tout ce qui est français, dont le paquebot Le France, la quintessence du luxe avec sa fine gastronomie, sa haute couture et ses divertissements. En fait, le France est arrêté à Québec et n'a pu atteindre Montréal en 1967. 1 an avant les Olympiques en 1975, le paquebot est à vendre. Les Français s'en débarrassent parce qu'il n'est pas rentable. Drapeau, lui, veut l'acheter et le transformer en hôtel pour les Jeux. Il approche le premier ministre Robert Bourassa et son ministre des Finances. Il a besoin d'argent pour cette nouvelle aventure. Il expliquait comment il allait l'amener à Québec, puis là, il fallait arrêter au chantier maritime de Lauson pour couper les cheminées, parce que les cheminées ne passaient pas en dessous des ponts. Moi, j'écoutais ça, puis je voyais, j'entendais la machine enregistreuse, les pièces tombaient, ça tombait, hein, ça a sorti. J'ai dit, c'est fou comme de la merde. Les Jeux sont en juillet, on ne sait pas comment on va financer ça. Puis là, vous nous arrivez avec un autre projet à quelques mois. Qui va financer ça? Ça n'a pas de bon sens. On dépasse. Il dit, Monsieur le ministre, vous apprendrez qu'on ne construit pas des monuments à ceux qui ont balancé les livres. Dans le gouvernement qui suivra après les Jeux, le maire Jean Drapeau a besoin d'alliés. La fameuse tour n'a pas encore été érigée, ce qui est nécessaire pour y accrocher un toit. Et c'est un jeune de 30 ans, le péquiste Claude Charron, qui hérite du dossier du parachèvement du stade. Je crois que ce monstre milliardaire doit être couvert si on veut qu'il dure au moins le temps que le Québec mettra à le payer. Là, vous tombez quand même dans le même défaut que vos prédécesseurs, une espèce de folie des grandeurs. Un stade sans toit, ça prend l'eau. On doit donc le couvrir si on veut l'utiliser. Le ministre Charron découvre des adversaires redoutables au sein même du cabinet, comme Jacques Parizeau. Lui ne se cachait pas comme président du Conseil du Trésor et ministre des Finances pour dire que lui, il évoquait la théorie des pots de géranium. C'était de prendre le stade tel où il en était, à la base du mât. Moi, j'appelais ça le trognon du mât, là, qui était là. De mettre 4 pots de géranium, puis c'est fini. On laisse le stade comme il est là. Le dilemme de toute cette saga a toujours été de savoir si on investit, est-ce dans un toit amovible ou fixe. En fait, l'architecture même du stade limite les options. Les bras à l'avant des consoles se terminent par un anneau technique en béton très lourd qui, en plus, abrite le système d'éclairage. Si on ajoutait une charge supplémentaire comme un toit, tout risquerait de s'écrouler. 90% du poids de la toiture se trouve accroché par les câbles qui émergent de la toile ou du clocher, comme vous dites, et 10% seulement repose sur la structure actuelle, la console et l'anneau technique. C'est éminemment fragile, cette console. Selon un rapport rédigé par l'Office des ponts et chaussées en France, dont Radio-Canada a pris connaissance, le stade devrait être parachevé tel que conçu à l'origine par l'architecte Roger Taillibert. Le stade Taillibert constitue une vitrine pour la technologie française dans le monde. Cette révélation de Radio-Canada attise les critiques d'ingénieurs et d'architectes. Ce n'est pas à la France d'imposer ses choix. Nos dirigeants, malheureusement, sont toujours branchés sur la France, alors qu'ils pourraient être autonomes, tout simplement, et dire, voici comment on pense.
Le grand problème avec les Québécois francophones ou les Canadiens français, c'est qu'on est le seul peuple qui ne s'est pas révolté contre la mère patrie dans les 3 Amériques. On ne peut pas vivre dans un continent pendant 4 siècles, à côté des Autochtones, à côté des Américains, avec la température qu'on a, puis être comme en France, je sais pas, à Nice, avec des tours comme les Français les aiment. Ça n'empêche pas Claude Charron et René Lévesque d'opter pour le toit Taillibert, amovible. Erreur de géométrie. Les plis de la toile pendent 10 mètres plus bas que l'anneau technique. Une fois fixés correctement, les déchirures se multiplient. Le problème du toit va venir hanter tous les gouvernements. En 1993, les libéraux donnent leur accord à une nouvelle toiture, cette fois en acier. Et cela après avoir dépensé en études une quinzaine de millions de dollars. Le projet est controversé. Les dangers du vent et le poids du nouveau toit inquiètent. C'est décidé, la charpente du nouveau toit sera en acier. Coût 47,6 millions. On le sait, la toile vieillit plus vite que prévu. Peu de temps après, le Parti québécois reprend le pouvoir. La nouvelle députée de Rosemont, l'économiste Rita Dionne-Marcellet, qui a fait carrière à Hydro-Québec, reçoit le dossier olympique du premier ministre Jacques Parizeau. Je l'ai regardé avec un air de « Oh mon Dieu, c'est pas vrai ». Vous savez comment lire des plans d'ingénieurs, vous connaissez la construction, vous allez regarder ça, puis vous allez nous recommander qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, j'ai demandé à M. Parizeau, qu'est-ce que c'est le mandat, précisément, en voulant dire, est-ce que je dois réaliser ça ou pas, là? Et il me dit, c'est vous qui allez le décider. Alors, c'est important qu'il y ait une volonté politique et une volonté... La ministre consulte Pierre Bibeau, le président de la RIO, la Régie des installations olympiques. Insatisfaite de sa réponse, elle le mettra à la porte. Et la réponse, que je n'oublierai jamais, il dit, je le sais pas, je les ai pas lues, ces études-là, moi. Il dit, mes gens les ont lues et on me dit que ça se fait, on va le faire. Et là, j'ai eu un petit pincement au cœur. Je me suis dit, comment ça, là, le président n'a pas lu ses rapports, puis il me recommande ça. Moi, depuis que la poutre était tombée au stade, j'étais très inquiète. Une énorme poutre de béton s'est détachée du stade olympique. La voici, cette poutrelle de 50 tonnes et de 30 mètres de long qui s'est affaissée vers 7h45 ce matin. Il était tôt, la promenade était vide. En dessous, les 300 employés des bureaux commençaient à arriver. Ils ont été évacués à temps. Le problème qu'on vient de voir, ils ont eu le même problème au Parc des Princes à Paris. Un stade fait par M. Taillibert et exactement 3 ou 4 poutres qui ont tombé il y a une dizaine d'années. On a passé à quelques minutes ou quelques journées d'un désastre mondial. Une équipe d'une trentaine d'inspecteurs a été dépêchée sur les lieux. On remplace la poutre et consolide toutes les transversales au moyen de câbles d'acier. On installe de longues tiges à tous les 60 cm de la zone fissurée. Ces tiges sont ancrées de part et d'autre de la paroi des voussoirs. Grâce à la pression qu'elles exercent sur la paroi, ces tiges empêchent l'apparition de nouvelles fissures. 3 mois de travaux pour une facture de 20 millions de dollars. Et je me disais, à la fin de tout ce processus-là, il faut que je sois capable de dormir sans avoir peur de me faire réveiller à 2 heures du matin parce qu'il y a quelqu'un, lors d'une démonstration sportive ou d'un spectacle, qui est mort. Octobre 1994. Sur les tablettes, coup de théâtre. La ministre, responsable de la RIO dans le nouveau gouvernement, suspend tous les travaux de construction. La première variable, le premier élément, c'est la sécurité du public. Il faut inspecter ça continuellement. Comme une trampoline. Oui. Pour s'assurer que les rayons UV ne... La patate chaude change de main. C'est maintenant au ministre péquiste Serge Bénard de décider. Il va falloir maintenant que ce soit un équilibre entre le coût, la durée et les garanties qu'on a de solidité. Hein. Le ministre Ménard choisit le toit Bird Air. J'ai vu ça gonfler, ça a crevé comme un abcès, là. Puis une chute de neige, une avalanche.
Le toit fixe américain Bird Air, qui a coûté 37 millions de dollars en 1998, cède sous le poids de la neige le premier hiver après son installation. Ils l'ont ouvert et fermé 80 fois, le toit Taillibert, modifié par Lavalin. Alors, le toit Taillibert, on a fait la preuve qu'il marche. Un mécanisme complexe qui marchait, mais non sans difficulté. Les autres, on a fait la preuve, ça marche pas. Parce que quand on vient pour faire quelque chose, premièrement, on l'annule puis on en fait un autre. Puis quand on en fait un autre, on change le concept parce qu'on n'est pas capable de faire d'autres choses. Le tribunal du temps juge les bâtiments. C'est à la longévité des bâtiments, à leurs caractéristiques, leurs valeurs architecturales, que ces bâtiments sont stables dans l'espace face à la langue des hommes. Le stade, c'est certainement, du point de vue de l'architecture, une des plus belles réalisations en Amérique du Nord. Il n'y a aucun doute là-dessus. L'architecte que j'ai beaucoup aimé de la Renaissance, Alberti, disait il y a trois critères pour l'architecture. Voluptas, la volupté, la beauté. Et ça, c'est présent. Firmitas, c'est solide. Ça, c'est pas présent. Et commoditas, c'est utile. Et ça ne l'est pas. Mon épouse a dit innocemment à M. Taillibert, « M. Taillibert, ça ne vous inquiète pas, l'escalade des coûts. » Sa réponse a été, « Madame, lorsqu'on construit la cathédrale de Chartres, on ne compte pas le coût. » C'était Roger Taillibert. Le stade olympique reçoit les plus grands événements et spectacles. Céline Dion lors de la visite du pape Jean-Paul II jusqu'aux concerts rock comme les Rolling Stones. Le jeu se poursuit néanmoins. Wade cherche. On sort. Oh, quel attrapé! La Coupe Grey attire les foules et les Expos joueront au stade jusqu'à leur départ de Montréal en 2004. Tout ce que j'ai vu là, ça prend des longues vues, là, parce que c'est pas fait pour ça. À votre droite, le stade olympique, là où ont eu lieu les Jeux olympiques de 1976. Si on a eu un architecte qui tenait davantage compte des besoins futurs et du climat, on aurait eu plus pour notre argent. Peut-être que ça n'aurait pas été un monument à la gloire de M. Taillibert. Le stade est devenu un des emblèmes touristiques de Montréal. Mais le débat sur le toit se poursuit. Pour Lise Bissonnette, qui était présidente du comité conseil sur l'avenir du Parc olympique, il faut lui donner une seconde vie. Est-ce que c'est vraiment impossible de revenir à un toit rétractable ou mobile, peut-être par d'autres technologies ou pas? Si on retournait à la médecine de 76, ça ne fonctionnerait pas. Bien, c'est un peu la même chose pour la science des matériaux, semble-t-il. Et avec aussi, en plus, toute la révolution technologique et tout ça. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne retournerait pas revoir tout ce problème en ouvrant au moins la porte à cette possibilité? Il draine les coffres publics de dizaines de millions par année, où on coupe dans les écoles, on coupe dans les hôpitaux, on coupe partout. Et vous pensez que les Québécois vont accepter de dépenser 300 millions pour sauver cette œuvre architecturale-là? La question se pose. L'ingénieur Claude Faneuf est toujours demeuré fidèle à la vision de Jean Drapeau et a consacré une partie de sa vie à défendre l'œuvre de l'architecte Taillibert et son toit. Puis là, ben, le prochain, ça va être le 5e. C'est assez les folies, là. On va aller voir le français, puis on va lui dire, donne-nous ton toit. Puis on va lui demander des plans et devis. On fera pas un concours. Moi, personnellement, je le laisserai ouvert. Je le laisserai ouvert. Parce qu'on garderait, effectivement, sa voluptas et tout ça. Puis on l'aiderait, en fait, on l'utiliserait durant l'été. Je sais qu'en vous parlant, il y a une révolte dans les gens de ma génération qui vont me traiter de tous les noms, parce que j'ai pas de conscience du passé et de tout ce que vous voulez. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut être froid face à la réalité. Et c'est ça le rôle des décideurs. Alors, où on s'y investit, puis qu'on remet de l'argent dedans avec ce que ça représente, puis
ce qu'on a mis à date, c'est rien par rapport à ce qu'il va falloir mettre dans l'avenir. Ou alors, on dit, bon, bien là, on minimise les coûts pour se désister de ça ou le remplacer. Moi, je garderais la tour. Est-ce qu'elle peut rester toute seule? Peut-être qu'il y a une manière de l'agencer. C'est un symbole, c'est sûr. Peu de pays dans le monde et peu de grandes villes dans le monde ont presque en leur cœur un parc aussi magnifique, aussi intéressant, qui peut accueillir ce genre de structure. L'animation culturelle, mais aussi récréative, on le voit un peu partout dans le monde, là, que ce soit à Moscou, à New York, à Paris, des parcs qui deviennent des lieux de rendez-vous pour les familles. Tant qu'on n'aura pas décidé de vraiment faire du parc olympique un lieu de ralliement, non seulement pour Montréal, mais pour le Québec, c'est un symbole qui existe, qui est vrai, mais qui est encore en devenir. Le stade et sa tour ont fini par devenir la plus belle image de marque de Montréal. Deux perspectives s'opposent. Doit-on se ruiner pour un symbole ou plutôt investir dans le patrimoine historique? Voilà tout un contrat pour nos politiciens actuels, comme ceux du futur, et pour combien de générations?